Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. C'est l'événement ce matin sur Sud Radio. Notre invité politique ce matin est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je commence, évidemment, nous allons parler de la lutte contre le narcotrafic, de l'immigration, de l'insécurité. Évidemment, ce sont les sujets majeurs actuels. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier soir pour commencer au Parc des Princes, Ligue des Champions, le match PSG Atlético Madrid, un tifo d'une grande bâche déployée, tribune Auteuil, par des supporters du Paris Saint-Germain, avec le slogan Free Palestine. Jusque-là, pas trop de problèmes, mais une carte où l'État d'Israël n'existe plus et le portrait d'un combattant du Hamas. On parle du portrait du porte-parole du Hamas. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit être sanctionné ? Eh bien écoutez, je ne m'interdis rien, je vais demander des explications au Paris Saint-Germain, c'est inacceptable, c'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Les règlements du foot, de l'UEFA, etc. interdisent les messages politiques. C'est un message politique. 2, je veux rappeler quand même que le Hamas, on a malheureusement commémoré les attentats du 7 octobre. Si on réduit le nombre de morts par rapport à la population israélienne, si on fait le parallèle, nombre de morts par rapport à la population française, c'est comme si nous, on avait eu plus de 8000 morts. Vous vous rendez compte ? C'est comme si aujourd'hui encore, on avait plus de 700 occasions. Et je ne comprends pas qu'on veuille la paix, bien sûr. Je voudrais que ça cesse. Moi aussi. Mais Bruno Retailleau, les otages, qui parle des otages ? Oui, d'accord. Bon, mais là, je voudrais parler de ce qui s'est passé hier soir. Mais parlons-en. Est-ce que vous demandez une sanction contre la direction du Paris Saint-Germain ? Eh bien, je vais d'abord, quand on inflige une sanction, il y a le principe du contradictoire. Donc d'abord, je veux les entendre. Je veux qu'ils viennent. Vous allez entendre le président du Paris Saint-Germain. Je veux qu'ils... Vous allez entendre le président du Paris Saint-Germain. Le club, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous de fixé. J'ai ce matin d'ailleurs fait un tweet. J'ai eu le préfet de police pour qu'il me rende compte de ce qui s'était passé. Nous avons convenu d'un certain nombre de choses, mais je demande des comptes. Solennellement, je m'exprime devant vous ce matin, mais au-delà de vous, à eux, je leur demande des comptes. Ensuite, où ils sont capables d'interdire ce genre de choses, sinon il y aura une interdiction évidemment des banderoles, comme vous l'avez dit, et s'il faut, il y aura des sanctions. Oui, des sanctions. Moi j'en ai marre. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques Bourdin, ce que nous coûte à la collectivité les services d'ordre tous les dimanches? C'est l'équivalent de 30% de mon service d'ordre que je mobilise justement pour la sécurité autour des enjeux footballistiques. Le sport, c'est pas de la politique. On doit préserver justement l'unité, le message d'unité à travers, si j'ose dire, tout ce qui peut nous différencier. Est-ce que le président d'un club est responsable ? Mais bien sûr, mais il y a le principe de responsabilité, donc je veux en savoir plus, savoir comment cette bâche est arrivée, comment elle a pu être déployée, comment des messages avaient effectivement... Pour l'instant, je n'y étais pas. Oui. Donc, il faut voir, vous avez parlé de la représentation d'une carte où on supprimait Israël. L'État d'Israël. Et y compris d'un dirigeant du Hamas. Je voudrais dire à vos auditeurs, rappelez que le Hamas a éliminé les opposants palestiniens dans les années 2000. Je voudrais dire qu'ils ont tué des opposants politiques, qu'ils ont défenestré des homosexuels pour leur homosexualité. Donc, je veux rappeler à une certaine gauche, extrême gauche, qui est alignée en réalité avec le message du Hamas, la noirceur de ce mouvement terroriste. Ce ne sont pas des résistants, ce sont des terroristes. Oui, justement, cette extrême gauche, vous parlez d'LFI. Les insoumis, oui. Vous parlez des insoumis. Est-ce que les insoumis doivent être interdits ? Non, attendez. Non, on va pas jusque-là. Non, parce que j'ai entendu des responsables politiques. Non, mais... Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S. Non, mais attendez. Vous me connaissez, j'ai des convictions et j'ai pas peur de les afficher. Oui. Et moi, à chaque fois qu'un élu, un non-élu, dérape, je saisis la justice. À chaque fois. Mais c'est pas à moi. Interdire, vous vous rendez compte, un mouvement politique, non. En revanche, il y a un débat politique, il faut mettre les choses sur la table et il faut nommer les choses. Il faut les nommer. C'est la raison pour laquelle je veux rappeler à tous ceux qui ont une forme de complicité, qu'est-ce que c'est que le Hamas ? Qu'est-ce que le Hamas a fait ? Pas seulement vis-à-vis des Israéliens, mais vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis du Fatah,
qui était un autre mouvement opposé du Hamas. Voilà, Bien. le Hamas ne soutient pas la cause palestinienne, il l'a islamisé. Il l'a défiguré en l'islamisant d'ailleurs. Bruno Retailleau, Donald Trump élu aux États-Unis, faut-il maintenant une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine, comme le souhaitent Emmanuel Macron, Olaf Scholz et même Marine Le Pen? Bien sûr qu'il faut une France souveraine et il faut une Europe plus forte, évidemment, puisque on sait très bien que Donald Trump, c'est America First, l'Amérique d'abord. Mais vous savez, si ça avait été Madame Kamala Harris, ça serait pareil. Ils sont nigauds. Ceux qui en France ou en Europe pensent que les États-Unis sont un continent philanthropique qui veulent aider l'Europe. C'est d'abord les Américains et justement l'Amérique, les États-Unis. Par conséquent, on doit se renforcer. Cette question de la souveraineté, elle est importante. Mais force est de constater que la victoire de Trump a surpris tout l'establishment, les instituts de sondage, mais c'est une victoire populaire et il faut la méditer. Et il faut la méditer. L'Allemagne annonce son intention de réinstaurer le service national. Est-ce que la France devrait réfléchir à réinstaurer un service national ? On peut y réfléchir, mais ça coûte très très cher. Il y a d'autres façons de le faire. On a le SNU qui est en déshérence en réalité. Oui. Ça a été un échec. Faut le relancer ou une pas ? première. Moi, je suis pas. Moi, je pense que si on veut être efficace, on doit réfléchir. On a aujourd'hui. Réfléchir à quoi ? On a aujourd'hui une jeunesse à la dérive, Jean-Jacques Bourdin. On va en parler avec le narcotrafic. Oui. Vous savez que on a un constat qui est effroyable, un effroyable rajeunissement. Ceux qui tuent sont de plus en plus jeunes et ceux qui sont tués sont de plus en plus jeunes. Je pense que face à cette jeunesse en dérive, moi je serais pour une solution éducative militarisée. Vous vous souvenez des EPID ? C'est-à-dire, comment ? Dans des établissements qui auraient une discipline militaire, qui prendraient ces jeunes pour les encadrer strictement. On peut pas faire la masse. Ce serait obligatoire ou ce serait uniquement destiné à des jeunes qui ont commis un délit oui, ou qui ont commis un crime ? En rupture de banc. Parce que ne mélangeons pas tout. Moi, quand j'entends c'est la société qui devient ultra violente. Non, c'est pas toute la société. C'est des individus. Eh bien, si on veut être efficace, on n'a plus d'argent en plus. On ne peut pas s'éparpiller. On doit cibler, concentrer nos efforts. Alors, ciblons-les sur des solutions où on prend ces jeunes qui, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, sont en rupture de banc, commettent des délits. En rupture de banc ? Par exemple, sur la drogue. On en parlera tout à l'heure. Oui. Sur la drogue. Quand il y a des délits, vous vous rendez compte que... Dès le premier délit... Placement dans un centre militarisé. Un délit suffisamment grave, effectivement. Mais je pense qu'il faut étudier. J'ai demandé à mon secrétaire d'État, qui est Othman Nasrou, d'étudier cette question. Bien sûr, parce que dans les solutions, il y a des solutions répressives, policières, judiciaires, on va en parler. Oui. Mais fondamentalement, il faut prendre aussi le mal à la racine. Il y a la question éducative de ces familles qui sont déstructurées, de ces familles auxquelles les enfants échappent totalement, et il y a le problème de l'école. Et ces enfants-là, ces jeunes, on doit essayer de les reciviliser. Mais Bruno Retailleau, justement, sondage IFOP pour Sud Radio, fiducial Sud Radio, 49% des Français favorables à la privation pour les familles de mineurs délinquants multirécidivistes des aides sociales. J'applaudis. Vous dites oui ? J'applaudis. Ça va être généralisé ? Non. Par la loi ? Non, il faut, mais ça... c'est à la justice. Ce que je veux dire, c'est que il y a des familles qui sont de bonne volonté. Elles sont débordées. Mais il y a des familles qui ne remplissent pas leurs devoirs, notamment pour l'assiduité à l'école. Quand on donne des allocations, c'est pas un dû, ça, c'est un droit, mais qui exige des devoirs. Donc sanction. Et quand ces devoirs, on s'y soustrait, il peut y avoir des sanctions, bien sûr. Mais qui va les infliger, ces sanctions ? C'est la justice, bien sûr. C'est la justice. On est dans la loi, donc. Ah bah bien sûr. Ça doit être contenu dans la loi. Mais je vous rappelle qu'on l'avait votée, cette loi. Oui. Elle a été détricotée par François Hollande. Nous l'avions revotée. On l'avait revotée au Sénat. Oui. Vous savez qu'on l'avait revotée au Sénat. Et alors maintenant et elle avait été supprimée. Et la suite Et la suite ? Ah ben moi je suis favorable. Il va y avoir une nouvelle loi ? Ça n'est pas dans mon champ de compétences, si j'ose dire, mais je serais favorable à ce que ce type de disposition législative soit revoté. Oui, 1000 fois oui, Jean-Jacques Bourdin. Bien, l'Australie va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Vous êtes favorable ou pas ?
Ben moi je suis La favorable. dépêche est tombée ce matin. Je ne le connais pas, donc je peux pas avoir des Oui. avis Non, mais je suis péremptoires d'accord. sur Je suis tout. d'accord, Simplement. La question des écrans, Oui. c'est que moi je suis stupéfait. Là aussi, il y a un problème de parentalité. Quand je vois des familles qui laissent des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, très jeunes, dans leur chambre, avec un accès libre à Internet, je dis c'est pas possible, évidemment, parce que ces écrans sont en train de faire un mal fou. Quand je vois sur les jeux vidéo, d'ailleurs, parlons-en un petit peu, qui sont hyper violents, où plus vous tuez de gens, et plus vous avez de points, ça encourage une violence. Et ça nous questionne, non? Moi, je suis pas contre la liberté de création, mais cette violence qui s'infuse partout, c'est ce que je dis aux créateurs, c'est qu'au bout du compte, ça produit justement une violence non plus virtuelle, mais réelle. Bien, Bruno Retailleau, il y a eu rixe entre bandes rivales opposant plusieurs centaines de personnes, c'est ce que vous avez dit vendredi dernier à Poitiers, après la mort d'un jeune de 15 ans. En fait, la réalité, c'est qu'il y a eu échauffourée quelques dizaines de personnes. La maire de Poitiers vous demande de rétablir la vérité. Alors, est-ce que vous rétablissez la vérité ce matin sur Sud Radio? Je veux rappeler qu'à Poitiers, un jeune de 15 ans est mort. Derrière ce meurtre, comme le meurtre du jeune Nicolas, on pourra y revenir, il y a la main de la mafia de Marseille. Là, vous il y a la main, confirmez vous aimez les scoops, la mort Jean-Jacques de Bourdin. Nicolas, c'est un scoop. Pour la mort de Nicolas, il y a la main de la mafia de Marseille. De la DZ Mafia. Et je vous confirme aussi que derrière le meurtre du jeune à Poitiers de 15 ans, il y a aussi derrière un autre clan marseillais. Vous voyez qu'il y a une forme d'exportation, un peu comme une entreprise qui, depuis un socle, depuis un territoire totalement gangréné, est en train d'exporter et de conquérir et d'installer des succursales partout sur des villes moyennes. Maintenant, je veux m'adresser à Madame la maire de Poitiers. Moi, mon combat, c'est pas un combat de statistiques. Quand j'ai eu les rapports, d'ailleurs, j'ai eu 2 rapports. Un premier rapport très tôt le matin et qui était sans doute un rapport avec un certain nombre de chiffres, mais qui n'était pas précis. Et il y a eu un autre rapport en fin de matinée avec les pompiers. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils constatent? Qu'il y avait entre 400 et 500 personnes. Et qu'une partie, justement, s'était affrontée à tel point que ça avait gêné les secours. Voilà. Le problème, c'est pas la statistique. Mon combat, moi, c'est contre la pieuvre du narcotrafic. Et je laisse Madame le maire de Poitiers à ses propres combats. Simplement, ce que je lui dis, c'est que le mal est si profond que tout le monde doit se mettre en ligne contre ce mal. Je l'interroge. Combien de policiers municipaux sont-ils armés à Poitiers? Combien de caméras de surveillance? Bien, Bruno Retailleau, parlons de ce narcotrafic, de cette lutte contre ce narcotrafic. Demain, vous êtes à Marseille avec le garde des Sceaux, Didier Migaud. Premier déplacement en commun, d'ailleurs, ça a une signification, c'est évident. Bruno Retailleau, vous allez... On a parti du même gouvernement. Oui, du même gouvernement, mais maintenant vous êtes sur la même ligne, si je comprends bien. Ce n'a pas toujours été le cas. Vous comprenez bien. Disons clairement les choses. Bruno Retailleau, frapper vite et bien, c'est l'objectif. Riposte républicaine, c'est l'objectif. Riposte commune. Donc, est-ce que vous allez créer un parquet national anti-narcotrafic? Moi, vous savez, j'y suis favorable depuis le départ. Donc oui. C'est un sujet qui est un sujet du garde des Sceaux, bien sûr. J'en ai souvent parlé avec le garde des Sceaux et nous avons cet après-midi une réunion avec le Premier ministre sur ce sujet-là. Donc vous allez créer un parquet national. Il y aura une préfiguration très vite et ensuite la loi viendra légaliser, si j'ose dire, inscrire dans notre droit la création d'un parquet national et qui sera dédié à la lutte anti-crime organisé. Comme il existe un parquet antiterroriste. C'est mon souhait le plus cher. Je pense, si vous voulez, que vous avez parlé de terroristes et depuis le départ, oui. Qu'est-ce que je dis? C'est que le narcotrafic, il faut bien voir que c'est pas seulement de la sauvagerie. C'est une menace à nos intérêts fondamentaux. Avec la corruption, c'est une menace contre la démocratie française. Donc, il faut qu'on en fasse une cause nationale. J'en ai parlé et au président de la République et au Premier ministre, qui sont cause totalement... Nationale. C'est une grande cause, comme le terrorisme. Ce sera une grande cause nationale. Comme le terrorisme. C'est pour ça que je veux, si vous voulez, que en miroir, ce que nous avons fait pour le terrorisme, on le fasse maintenant pour le crime organisé. Ça veut dire une chaîne judiciaire spécialisée. Ça veut dire des techniques d'enquête spécialisées, d'investigation, notamment de renseignement. Ça veut dire des lois nouvelles avec un certain nombre de dispositions qui seront des dispositions dérogatoires par rapport au droit actuel. Mais si on ne se réarme pas, c'est fichu.
Et j'avertis les Français, solennellement, le mal est profond et il menace nos institutions. Alors, la lutte contre la corruption, c'est aussi l'un des éléments importants, évidemment. Vous avez dit, les trafiquants parviennent à corrompre, y compris jusque dans l'administration de l'État. Vous pensiez à qui? À quelle administration? Jean-Jacques Bourdin. Soyons précis, vous comprendrez. clairs. J'aime votre précision et j'espère que vous appréciez Oui. le caractère direct et franc de mes propos. Oui. Simplement, sur ce genre de questions, il y a des choses que je peux dire, des choses que je ne peux pas dire. Alors je vais vous donner un exemple, qui est un exemple assez stupéfiant, parce qu'il concerne un des services en charge du renseignement, qui est la DGSI. Eh bien, parce que la DGSI est un service très professionnel, elle a détecté en son sein, il y a quelque temps, un policier, c'est l'affaire Horus, qui vendait sur le darknet, en crypto-monnaie, des informations ultra confidentielles à la mafia marseillaise. Ce policier a été découvert. Il était jugé le 17 octobre dernier. Et je pense que les informations qu'il a pu donner ont pu avoir des conséquences très graves. Ça veut dire que Bruno Retailleau, il y a dans l'administration Mais je vous dis aujourd'hui publique des fonctionnaires qui renseignent les mafias. Et notamment la mafia marseillaise dont vous parlez. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis que le secteur public comme le secteur privé ne sont pas épargnés. Et que nous aurons dans le texte que nous allons présenter avec mon collègue Didier Migaud un certain nombre de mesures dédiées à la lutte contre la corruption. Oui. Voilà. Quelles mesures ? Je ne peux pas vous le dire maintenant. Bon. Je veux faire une conférence de presse avec Didier Migaud. Demain, nous irons ensemble à Marseille. Et ce texte-là, c'est ensemble. D'ailleurs, ce texte, très franchement, j'espère, puisque la conférence des présidents du Sénat, hier, l'a inscrit le 27 janvier. C'est un texte qui sera enrichi, bien entendu. 27 janvier. Le 27 janvier prochain. C'est le texte qui avait donné lieu à la reprise des conclusions d'une commission d'enquête sur le narcotrafic au Sénat que j'avais moi-même initié lorsque j'étais président du groupe LR. Et cette commission d'enquête... J'ai reçu l'un des rapporteurs il y a 2 jours. Eh bien, Jérôme Durin était le président et le rapporteur était LR. Et je pense, vous voyez, là-dessus, quand je dis cause nationale, Monsieur Blanc, je veux dire, le rapporteur. Étienne Blanc, exactement. Et cause nationale, unité nationale. Et là-dessus, je suis sûr qu'on va réussir à faire l'union sacrée. Alors j'ai 2 questions. Beaucoup de questions, mais le temps presse. Les consommateurs, j'ai entendu Jean-Philippe Tanguy du RN dire il faut tous les mettre en prison. Bon, c'est pas la solution, c'est impossible. Il y a 5 millions de consommateurs. Bon, alors comment faire pour les concerner plus, pour les sanctionner plus? Il faut les sanctionner. C'est un changement de culture. Où pour le moment, on a toujours considéré que finalement, il y avait des arrangements, des accommodements, et que fumer un joint, sniffer de la coke, il y avait quelque chose de récréatif. Il faut les responsabiliser pour leur dire que sniffer de la coke ou fumer un joint, c'est 2 balles dans la tête d'un enfant de 5 ans, que c'est ce jeune qui a été lardé à Marseille de 50 coups de couteau, il a été brûlé vif. Eh bien, je veux que les consommateurs le sachent. Nous allons faire pour la première fois... 150 € aujourd'hui. Je vais y revenir. Pour la première fois, nous allons faire une campagne choc, avec des images choc, pour responsabiliser. Et puis, il y a les amendes. Quand la campagne ? J'ai demandé à mes services d'y travailler. C'est important. Je veux que ça soit bien fait, mais je veux que ce soit des images choc. Je ne veux pas qu'on fasse de l'eau tiède, exactement comme on a pu le faire avec des résultats sur la délinquance routière. Ce que je veux aussi, c'est que les agences forfaitaires délictuelles inscrites, écoutez-moi bien, inscrite au casier judiciaire, frappe le plus souvent possible les consommateurs. Voilà. Parce que quand c'est inscrit... Je consomme un produit stupéfiant. Vous êtes pris. Je suis pris. Vous avez une amende forfaitaire délictuelle. Vous allez l'augmenter, l'amende ? Alors, on peut l'augmenter. Elle peut être déjà, alors elle est autour de 200. 150 € aujourd'hui. Non, un peu plus. 150, 200, tout dépend. Ça peut être doublé en cadre, etc. Voilà. Bon, on peut revoir l'échelle. Mais ce qui est important aussi, c'est l'inscription. C'est l'inscription au casier judiciaire. C'est déjà le cas, mais ça n'est pas connu. Et ce sera systématique ? Systématiquement, bien sûr. Il faut que ça soit systématique. Donc, inscription, casier judiciaire systématique, si on est pris en train de consommer de la drogue. Oui, si on a une agence, décidément une amende forfaitaire délictuelle. Bien. L'armée, dans certains quartiers, vous avez entendu aussi, c'est... Vous y croyez à ça ? Je suis officier de réserve. Voilà. J'étais officier quand j'ai fait mon service militaire. Et parlez-en aux militaires, c'est la dernière chose qu'ils souhaitent. Parce que eux... Vous êtes opposé à ça.
Bien sûr, je pense que ça n'est pas la solution. En revanche, ce qui est la solution, c'est que hier, j'avais le préfet de police de Marseille. Oui. Il m'a dit deux choses, parce que on reçoit des coups, mais on porte des coups. Lundi, on a intercepté dans un véhicule des aides mafia 1 200 000 euros. Là encore, euros. Exactement. C'est un coup. Il a fait son travail. Il a mobilisé les services de l'État et on a découvert dans une fratrie impliquée dans le narcotrafic que cette fratrie touchait en aide sociale 9 000 euros. Vous vous rendez compte, vous êtes assis. Il y en a une partie en prison, il touche 9 000 euros à plusieurs d'aide sociale. Donc ce que je veux, moi, c'est mobiliser tous les services de l'État, c'est-à-dire le fisc, la douane, bien sûr la police, la justice, pour que dans un certain nombre de zones, de quartiers, on puisse faire des enquêtes approfondies et que on détruise aussi l'écosystème. Que aujourd'hui, pratiquement, vous avez. Ce que je veux moi demain, par exemple, pour être très clair, c'est que un jeune qui fait du deal, on puisse l'interdire de ce territoire. Qu'un commerçant véreux, on puisse fermer son commerce. Qu'un voyou qui roule avec une grosse cylindrée, on lui demande de justifier l'origine des fonds qui lui ont permis d'acheter la grosse voiture. C'est ça que je souhaite avoir. Je veux frapper les narcotrafiquants, les narco-dealers et surtout les narco-racailles au porte-monnaie. Bien, j'ai 3 questions, je termine. Première question à propos du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, des actes terroristes sont déjoués tous les jours ? Je ne peux pas vous dire tous les jours, mais croyez-moi, et je veux le dire aux Français, avec un grand coup de chapeau à nos services. On a, comme ministre de l'Intérieur, des notes qui sont secrètes, qui sont confidentielles. Oui. Je peux vous dire que très régulièrement, on déjoue des attentats. Il y a toujours la menace terroriste sur le pays. La menace terroriste, je peux vous dire, elle est là. On en a déjoué par exemple 3 qui visaient spécifiquement les Jeux Olympiques. C'est une petite dizaine qu'on a déjoué depuis le début de l'année. Et encore une fois, j'ai été d'ailleurs salué il y a quelques jours, quelques semaines, je ne dirai pas l'endroit, des enquêteurs de la DGSI qui avaient fait un excellent boulot. Il s'agissait donc d'un individu qui était très menaçant et qui était sur le point de passer à l'acte. Il y a quelque temps, très récemment, on a eu une autre affaire. Croyez-moi, la menace est là. Mais je ne peux pas dire que demain, il n'y aura pas d'attentat. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand il y a eu Mohamed Merah en 2012, et puis Charlie Hebdo, etc., le Bataclan en 2015, la France a été prise au dépourvu. Et on s'est réarmé. On a été capable d'un sursaut. Et ben moi, ce que je demande, c'est que le sursaut dont on a été capable pour le terrorisme, on en soit désormais capable sur le narcotrafic, sur la criminalité organisée. J'ai une autre question. L'immigration, votre projet de loi immigration en janvier ? Non, plus tard, parce qu'on va privilégier le narcotrafic. Le narcotrafic c'est vraiment une urgence. Et puis, on a l'opportunité, avec le texte de loi au Sénat, il faudra 2 textes sur l'immigration. Il faudra un premier texte pour mettre en œuvre le paquet européen immigration-asile, qui nous permettra de mieux contrôler les frontières extérieures. Il faudra aussi, j'ai été très heureux de pouvoir convaincre aussi facilement, d'ailleurs, parce qu'il y a une très grande convergence de tous les ministres de l'Intérieur, la directive retour, qui est mal nommée parce qu'elle nous empêche les retours, pour mieux garder nos frontières intérieures. Et enfin, il faudra une loi de transposition et enfin une loi qui portera, par exemple, le rétablissement. Donc, pas avant le printemps. Au printemps. Au printemps. Et dernière question, est-ce que vous allez dénoncer l'accord entre la France et l'Algérie signé le 27 décembre 1968 ? Il est sur la table. Moi, vous êtes favorable vous voulez le dénoncer ? Moi, j'y suis favorable. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on voit bien que le désordre migratoire, aujourd'hui, plus personne n'en veut, si ce n'est quelques idéologues. Mais très franchement, je veux réduire les entrées, mais je veux expulser plus. Pour expulser plus, il me faut des laissez-passer consulaires. Et les pays récalcitrants, il y a des pays avec le Maroc, par exemple. J'y suis allé, les choses vont bien parce qu'on a rétabli une concorde. Et les choses vont s'améliorer très vite, je le souhaite et je l'espère, et j'en suis sûr. Mais par exemple avec Algérie, je ne souhaite pas, si j'ose dire, avoir des moyens de rétorsion tout de suite. Mais si jamais l'Algérie était réticente pour qu'elle puisse réadmettre ses ressortissants... La France dénoncera cet accord. Il y a plusieurs, il y a les visas, il y a un système de préférence commerciale douane au niveau européen, il y a un système aussi vis-à-vis du développement. On peut mettre les choses sur la table. Et moi, je pense que dans ce dialogue-là, il faut avoir ce qu'on appelle des leviers pour les réadmissions de leurs ressortissants algériens. Et tout doit être sur la table. Tout. Donc c'est sur la table.
Bien, merci Bruno Retailleau Merci d'être Jean-Jacques Bourdin. venu nous voir ce Merci. matin sur l'antenne de Sud Radio. J'ai un peu débordé, mais Patrick Roger ne m'en voudra pas. L'actualité est extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci d'être là. Il est 9h01 les infos.